Les 24 heures du Mans arrivent à grands pas et pour l'occasion je me suis dit que faire une vidéo sur cette course mythique serait un bon rappel afin de profiter à fond de cette semaine sartoise et d'être celui qui répondra à toutes les questions des amis ou de la famille durant la course. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de différents sujets liés à la course des 24 heures et au championnat du WEC dont le Mans fait partie. Et d'ailleurs le WEC c'est quoi ? Le WEC, World Endurance Championship, ou en français le championnat du monde d'endurance, est la référence mondiale de la course d'endurance automobile. Son histoire trouve ses racines dans les 24 heures du Mans qui sont créées en 1923 pour tester la fiabilité des voitures sur de longues distances. Après plusieurs championnats d'endurance au fil du XXe siècle, la FIA relance officiellement le championnat d'endurance en 2012 avec l'objectif de réunir les plus grandes courses d'endurance sous un véritable championnat du monde. Aujourd'hui, il rassemble les plus grands constructeurs comme Ferrari, Aston Martin, Toyota, Cadillac et plein d'autres autour d'une discipline où vitesse, stratégie, fiabilité et gestion du temps sont essentiels. Les 24 heures du Mans, c'est l'étape la plus impressionnante du calendrier du WEC, de par son histoire, sa difficulté, sa renommée. Et si vous demandez à n'importe quel pilote de la grille actuelle de choisir entre gagner le championnat ou juste gagner la manche du Mans, la plupart vous répondront le Mans. D'ailleurs, pourquoi le Mans a-t-il cette réputation d'événement aussi impressionnant et aussi mythique ? Si les 24 heures du Mans ont cette réputation aussi mythique, c'est parce que c'est bien plus qu'une simple course. C'est une véritable épreuve d'endurance pour la mécanique et l'humain, et elle existe depuis maintenant plus de 100 ans. Créée en 1923, pilotes, équipes et constructeurs s'y affrontent pendant 24 heures sans interruption, de jour comme de nuit, dans des conditions souvent imprévisibles. Le Mans a vu naître certaines des plus grandes rivalités de l'histoire automobile, comme Ford contre Ferrari dans les années 60, ou Audi et Peugeot dans les années 2000 à 2010 de notre ère moderne. Des innovations techniques majeures comme l'aérodynamique avancée des prototypes, les technologies hybrides avec récupération d'énergie, des freins carbone ultra résistants ainsi que des systèmes d'éclairage LED conçus pour la course de nuit ou même les phares anti-brouillard viennent toutes d'innovations pour les 24 heures du Mans. La gestion des pneus et la fiabilité mécanique extrême y ont aussi beaucoup évolué, car les voitures doivent pouvoir rouler et tenir à de très hautes vitesses pendant 24 heures sans interruption. Gagner au Mans, ce n'est pas simplement être le plus rapide, c'est réussir à tenir, éviter les erreurs de pilotage, gérer la fatigue, le stress, la stratégie de course, le fait que la mécanique n'ait absolument aucun problème et que ça puisse tenir sur 24 heures, mais également le trafic pendant une course entière. C'est un mélange unique de prestige, de difficulté et d'histoire qui en fait l'une des courses les plus mythiques et impressionnantes au monde. On est bien d'accord, l'endurance n'a jamais été aussi populaire que la Formule 1. Mais depuis quelques années, l'endurance gagne clairement en visibilité auprès du grand public. Et ce qui attire surtout les spectateurs, que ce soit sur place ou à la télévision, c'est la bataille pour une victoire au classement général. Et sur la période 2014 à 2017, la bataille pour la victoire originale était vraiment intéressante. C'était le dernier véritable âge d'or de la catégorie reine de l'époque, qui était le LMP1. Avec des constructeurs comme Audi, Toyota et Porsche en le direct, les courses étaient vraiment intéressantes, que ce soit au Mans et dans les automanches du WEC. Après le retrait d'Audi fin saison 2016 et celui de Porsche après leur 19e victoire au Mans fin saison 2017, Toyota devient alors le seul constructeur réellement capable de viser la victoire. Entre 2018 et 2022, il n'y avait pas vraiment de concurrence et les voitures engagées dans cette catégorie n'avaient clairement pas la performance requise pour battre les Toyota sur le papier. La marque japonaise domine alors largement, remportant 5 fois le Mans de manière consécutive et par la même occasion le WEC pour faute de concurrence. Mais ça ne retire en rien leur victoire incroyable et le fait qu'ils ont tenu 24 heures et lors d'un championnat tout entier en WEC. Le gros tournant arrive vraiment en 2023 avec le retour de constructeurs mythiques en catégorie reine. Ferrari fait son retour avec sa 499P, une première depuis 1973, sa dernière apparition en catégorie reine. Cadillac fait également son retour après sa participation en 2000 avec son nouvelle voiture, la V-Series R, et Porsche réintègre la catégorie reine après leur départ fin 2017. Pour 2023, on se retrouve avec un plateau très relevé de 7 constructeurs différents engagés, Toyota, Ferrari, Porsche, Peugeot, Cadillac, Van Vol et Glickenhaus. Un total de 12 voitures engagées pour la saison du WEC jusqu'à 16 avec les teams invités aux 24 heures. Cela fait que, bien évidemment, avoir autant de voitures qui peuvent se battre pour une potentielle victoire en général amène un gros gain de visibilité du grand public et un intérêt bien plus grandissant pour le championnat et pour l'épreuve du Mans.
Cette même année, pour la première fois, une NASCAR participera à la course. Elle sera modifiée pour qu'elle soit adaptée au circuit et qu'elle puisse tenir pendant 24 heures. Et c'est mis en avant par le Garage 56 dans la catégorie voiture innovative. Le Garage 56 est un programme lancé par l'Automobile Club de l'Ouest ACO en 2012 qui vise à faire courir des projets atypiques comme par exemple la Delta Wing de Nissan dans les années 2010 ou encore le proto LMP2 du team SRT41 qui a été adapté au handicap de Frédéric Saucé qui a permis à un pilote amputé de terminer cette course mythique. 2023 marque aussi la fin de la catégorie GTE avec des voitures emblématiques comme les Porsche 911 RSR, Ferrari 488, Corvette C8R ou autres Aston Martin Vantage. Voitures réputées pour leur son et leur spectacle exceptionnel mais devenues beaucoup trop coûteuses pour les constructeurs. Au final, entre le retour des grands constructeurs, l'arrivée d'un projet innovant avec la NASCAR et la fin d'une catégorie mythique, l'endurance et cette édition des 24 heures a connu un vrai renouveau qui a forcément relancé l'intérêt du grand public. On ne va pas oublier que des pilotes talentueux de la Formule 1 comme Max Verstappen qui s'intéressent de plus en plus à l'endurance et qui concluent leur projet en participant par exemple au vainqueur du Nürburgring apportent de manière considérable une nouvelle fanbase et de nouveaux fans à l'endurance, ce qui fait un grand bien au sport. Bon, maintenant que vous avez les bases du WEC, les bases des 24 heures et pourquoi l'endurance a pris un gros gain de visibilité ces dernières années, on va commencer à parler un peu plus en détail de la course des 24 heures. Parce que concrètement, un GP de F1 ou une manche classique du WEC, les 24 heures commencent réellement une semaine avant la course. Le dimanche 7 juin aura lieu la journée test, journée où les équipes pourront découvrir le circuit et régler pour la première fois leur voiture sur ce tracé unique et très complexe du Mans, long de plus de 13 km. Pour le public présent sur place, l'événement débute encore plus tôt avec le pesage et les vérifications techniques des voitures dans le centre-ville du Mans lors des journées des vendredis 5 et samedi 6 juin 2026. D'ailleurs, si vous êtes sur place, en ville, le samedi dans l'après-midi, un roulage est prévu vous permettant de voir les voitures de vraiment très près si vous en avez l'occasion. La semaine de course démarre officiellement le mercredi 10 juin avec les premiers essais libres de jour et de nuit ainsi que les qualifications. Ces qualifications servent à sélectionner les 15 meilleurs de chaque catégorie pour accéder à l'étape suivante, l'hyperpole. Lors de la journée du jeudi, qui est la dernière journée de préparation avec des essais de jour et de nuit encore une fois, mais il y a surtout l'hyperpole, format introduit en 2020 où les 15 à 10 meilleurs de chaque catégorie en fonction du nombre d'engagés s'affrontent seuls en piste pour décrocher la pole position dans des conditions de trafic très réduites où les pilotes peuvent faire leur meilleur chrono pour tenter d'obtenir la pole position. D'ailleurs, tout au long de la semaine, des courses support viennent compléter le programme comme la Porsche Carrera Cup Brésil, le Ferrari Challenge ou encore la Michelin Le Mans Cup avec le Road to Le Mans. Enfin, pour les 24 heures, le samedi 13 juin, un warm-up précède le départ donné à 16h qui est officiel et où commence la course des 24 heures. Elle se termine le lendemain, dimanche 14 juin à la même heure, ce qui fait un programme très chargé et ce qui fait du Mans une expérience unique, aussi bien sur place que pour les téléspectateurs chez eux. En vous expliquant le déroulement de cette semaine du Mans, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs catégories au Mans. Et oui, c'est vrai, aux 24 heures du Mans, plusieurs catégories de voitures différentes roulent en même temps sur la piste, ce qui rend la course unique. La première catégorie, c'est la catégorie hypercar. Ce sont les voitures les plus rapides, engagées pour viser la victoire au classement général pour les 24 heures. On y retrouve cette année 18 voitures et 8 constructeurs différents avec Aston Martin, Toyota, Cadillac, BMW, Alpine, Peugeot, Ferrari ainsi que Genesis, nouveau venu présent pour la première fois au WEC et au Mans. Et oui, malheureusement, pour certains qui ont peut-être remarqué, Porsche n'est malheureusement pas présente au Mans car la marque a stoppé leur programme hypercar en Europe à la fin de la saison dernière. La deuxième catégorie, c'est la catégorie LMP2. Elle est plus présente en championnat d'endurance depuis 2024 et n'apparaît plus qu'aux 24 heures du Mans et dans quelques championnats comme le LMS ou alors l'IMSA. Son principe est simple, toutes les équipes utilisent la même base, le prototype Oreca 07 équipé d'un moteur Gibson. Seuls les réglages aérodynamiques et les setups diffèrent, ce qui crée de petites variations entre les voitures. Cette égalité technique rend les courses très disputées et particulièrement spectaculaires. Cette année, 20 équipages seront représentés dans la catégorie et je vous suggère de garder un œil attentif sur cette catégorie.
Enfin, la catégorie LMGT3 qui est peut-être l'une des catégories les plus animées en piste parce qu'elle regroupe des voitures dérivées de modèles de série produits à grande échelle par les constructeurs, mais pas mal modifiées pour la compétition. Contrairement au GT3 classique utilisé dans d'autres championnats avec des règles variables, le LMGT3 est une version spécifique au WEC et au Mans. Une réglementation plus encadrée, une balance de performance stricte et une obligation de 3 pilotes et réglages pensés pour l'endurance plutôt que la performance pure. Cette année, 9 constructeurs seront représentés avec 25 LMGT3, ce qui fait le plateau le plus riche de ces 24 heures 2026 avec Corvette, McLaren, Ferrari, Aston Martin, BMW, Mercedes, Ford, Lexus et Porsche. Il y a un terme que j'ai utilisé en parlant de la catégorie LMGT3, c'est le terme balance de performance. Parce qu'avoir autant de voitures pour une course, c'est une super chose. Mais encore faut-il qu'elles soient toutes au niveau. Et oui, le souci de ce genre de catégorie, c'est qu'avoir autant de modèles de voitures différents dans une même catégorie montre un vrai problème. L'inégalité de performance entre différents modèles et honnêtement, si une voiture est d'office beaucoup moins performante qu'une autre, ce n'est pas intéressant pour les équipes et les spectateurs. Alors, on met en place ce qu'on appelle une BOP, une balance de performance. La BOP, c'est un système utilisé en hypercar et en LMGT3 pour équilibrer les performances entre des voitures de constructeurs différents afin de rendre la compétition beaucoup plus serrée pour les spectateurs et les équipes engagées. Concrètement, la FIA ajuste plusieurs paramètres techniques comme le poids minimum de la voiture, la puissance moteur, la quantité d'énergie ou de carburant utilisable et parfois certaines caractéristiques aérodynamiques comme l'appui avec la vitesse de pointe par exemple. Ces réglages sont basés sur les performances observées en essai et en course et peuvent évoluer au fil du week-end ou de la saison. L'objectif n'est pas de rendre toutes les voitures identiques, attention, mais d'éviter qu'un constructeur ait un avantage ou qu'un autre soit à la ramasse par rapport à un autre. Pour que la victoire se joue surtout sur des détails de stratégie et non forcément de performance avec de la fiabilité et du pilotage, ça permet aux constructeurs d'arriver dans un championnat où ils savent que si leur voiture est un peu moins performante à l'origine, elle sera équilibrée avec cette balance de performance. Ça permet déjà de rendre l'entrée beaucoup plus facile d'un constructeur et surtout de procurer beaucoup plus de spectacles pour les spectateurs présents sur place ou qui regardent à la télé. Maintenant que j'ai attiré votre attention dans l'aspect technique du championnat et de la course, on va parler d'un élément qui peut être perturbant aux premiers abords, mais cette fois-ci ça concerne la catégorie hypercar, et ça va peut-être vous surprendre si je vous dis que les voitures engagées dans la catégorie reine ne sont techniquement pas identiques d'un point de vue réglementaire. Mais vous allez me dire, mais si elles sont différentes alors, pourquoi est-ce qu'elles roulent dans la même catégorie? Tout simplement parce que ce sont des différences qui sont assez minimes. Au Mans et en WEC, il y a deux types de voitures qui composent la catégorie reine. Il y a d'un côté les LMH et les LMDH. Les LMH qu'on appelle le Mans Hypercar, ce sont des prototypes qui sont développés uniquement presque par leurs constructeurs eux-mêmes. Ils conçoivent donc leur propre châssis, aérodynamique, moteur et système hybride, ce qui donne une grande liberté technique et permet de voir des voitures très uniques comme par exemple la Ferrari 499P ou alors la Toyota GR010. A l'inverse, de l'autre côté, les LMDH qu'on appelle le Mans Daytona Hypercar sont pensés pour réduire les coûts et permettre à plus de marques de participer. Le châssis est easy standardisé et fourni par des fabricants comme Oreca ou Dallara. Le système hybride est commun à toutes les voitures et les constructeurs se concentrent surtout globalement sur le moteur thermique et la carrosserie, ce qui nous donne des voitures comme la Cadillac V-Series ou alors la BMW M Hybride. Et même si ces deux technologies sont très différentes dans leur conception, elles arrivent ensemble à rouler dans la même catégorie avec cette fameuse balance de performance qui équilibre les performances pour avoir des batailles et des performances proches, que ce soit pour les constructeurs intéressés de s'engager au championnat ou au Mans, mais également pour les spectateurs sur place et à la télé qui regarderont la course. D'ailleurs, en parlant de la course, je vous le répète depuis tout à l'heure, mais Le Mans est une étape du championnat WEC et depuis le début de la saison, il y a eu 2 manches du championnat à Imola et Spa-Francorchamps, donc peut-être que pour les personnes qui n'ont pas forcément suivi le début de saison, un petit rapide récapitulatif des 2 premières manches s'impose. Pour la première manche à Imola, la course se déroule donc en Italie à domicile pour Ferrari et la marque italienne signe la pole position avec la 51 juste devant la Toyota numéro 8. Mais pendant la course, Toyota prend finalement l'avantage et s'impose avec environ 15 secondes d'avance sur la Ferrari 51. La deuxième Toyota, la numéro 7, vient compléter le podium en hypercar. En LMC3, la McLaren numéro 10 du team Garage 59 décroche la pole position devant les Lexus 78 et 87 du team Acodi ESP.
En course, c'est la BM numéro 69 du team WRT qui s'impose devant la Corvette 33 du TS Sport et la Porsche 92 du team Mante. Pour la deuxième manche à Spa, Peugeot crée la surprise en hypercar en signant la pole avec la numéro 94 devant la Cadillac 12 du team Jota et la voiture française avec l'Alpine numéro 35. Mais aucune de ces voitures ne termine sur le podium à la fin de la course. Course complètement dominée par BMW avec un doublé des voitures numéro 20 et 15 du team WRT, tandis que la Ferrari 50 complète le podium. Pour la catégorie MGC3, la Lexus numéro 78 d'Acotis ASP réalise la pole devant l'Aston Martin numéro 27 du Heart of Racing et la Ford 77 du Proton Competition. En course, McLaren confirme avec une deuxième victoire consécutive pour la numéro 10 du Garage 59 devant l'Aston Martin 27 du Heart of Racing et la Porsche 92 qui enchaîne un second podium après le premier qu'elle a obtenu à Imola. On a donc fait le tour de l'essentiel pour que vous puissiez répondre à toutes les questions de la famille ou des amis pendant la course. Mais avant de conclure cette vidéo, je voulais quand même vous donner quelques spots à ne pas manquer si vous êtes sur place pour la course, les essais ou autres, ainsi que les différents moyens de suivre la course à la maison, à la télé ou en streaming. Côté circuit, je vous conseille de vous placer près des écrans géants si vous voulez suivre l'aspect compétition avec les améliorations des chronos en temps réel, les chronos affichés et même si vous voulez avoir la vision totale en plus du point de freinage ou du passage, vous êtes sur le circuit. Il y a plusieurs écrans géants bien placés dans la ligne droite de départ arrivée. Il y a également deux écrans géants placés au niveau de la courbe Dunlop, avec notamment le pont Goodyear qui remplace le mythique pont Dunlop. Et vous avez aussi un écran au niveau du tertre rouge. D'autres écrans sont placés dans des fan zones, mais je vous conseille vraiment la ligne droite, la courbe Dunlop et le tertre rouge qui sont pour moi les meilleurs endroits pour voir vraiment des passages exceptionnels, notamment au tertre rouge qui est mon endroit favori. Dans la journée, je vous conseille vraiment de bouger entre plusieurs zones, la courbe Dunlop, la ligne droite des stands et même les virages Porsche qui sont accessibles où vous pourrez voir des catégories comme les hypercars ou les prototypes avec beaucoup d'appui aérodynamique dépasser à haute vitesse des voitures de la catégorie LMGT3 et c'est vraiment impressionnant. Mais surtout, l'endroit le plus impressionnant, comme je vous l'ai dit pour moi, c'est le tertre rouge. Encore plus de nuit quand on voit les disques de frein rougir au freinage, mais c'est vraiment un spot très fréquenté. Donc il faut arriver assez tôt si vous voulez être bien positionné du côté but à l'intérieur du virage ou alors à l'extérieur pour voir les voitures partir et s'engager dans la ligne droite des Hunaudières. Pour suivre la course à la télévision pour nous en France, elle est diffusée gratuitement sur la chaîne L'équipe, le canal 21 de la TNT, qui propose une grande partie de la course en direct ainsi que l'hyperpole et les moments forts. Pour une couverture plus complète, il y a Eurosport qui propose l'intégralité de la course avec un suivi en continu sur 24 heures via ses différentes chaînes et plateformes, mais avec un contenu payant. En streaming, vous avez donc la course via la chaîne L'équipe live sur leur site ou les différents services d'Eurosport en fonction des abonnements. Et vous avez aussi le live streaming officiel de la course qui est également gratuit et qui permet de suivre en temps réel les positions, écarts et stratégies des concurrents, malheureusement sans vidéo. Pour une expérience encore plus immersive, vous avez la plateforme officielle FIA Wake TV qui propose des caméras embarquées et différents flux, dont les commentaires sont en français, que ce soit ceux normalement du speaker directement du circuit ou alors d'autres commentaires français qui proposent leur service. C'est un service payant, avec certaines caméras embarquées qui sont aussi diffusées sur la plateforme Wake, mais également sur les chaînes YouTube des différentes équipes qui mettent gratuitement les caméras si vous souhaitez suivre les onboards pendant la course directement sur leur chaîne YouTube. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai fait en sorte de mettre les éléments les plus importants que je trouve personnellement pour éviter de faire une vidéo qui fait 1 heure. J'ai vraiment travaillé sur le contenu et l'écriture pour que tout le monde puisse comprendre, que vous soyez initié ou non à l'endurance et que ce soit facile pour comprendre sur les différents sujets techniques abordés. Si certains points ne sont quand même pas clairs ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner à la chaîne en activant les notifications pour ne pas manquer les futures vidéos. Vous pouvez également me suivre sur mes différents réseaux disponibles dans la description. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes 24 heures et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.